Donc, la semaine dernière et la semaine encore avant, on a beaucoup insisté sur les principes de base de la finance qui, je vous le rappelais, reposent dans ses aspects techniques sur deux piliers, l'évaluation du temps, l'évaluation des risques. Et là, on va s'intéresser au premier pilier, comment justement on évalue la valeur temps de l'argent. Donc c'est le chapitre 4, je vais m'appuyer sur l'ouvrage de référence que je vous avais proposé la dernière fois, donc sur la 5e édition de l'ouvrage en particulier. Donc le chapitre 4, la valeur temps de l'argent, c'est un chapitre assez facile. Il y a beaucoup de choses que vous savez faire, mais on va essayer de reprendre ça bien rigoureusement pour que vous maîtrisiez vraiment ces outils qui sont indispensables. C'est parti. Donc vous avez le plan et donc on va rappeler quelques principes de base, parce que ici on va appeler les règles du voyage dans le temps. Comment on fait voyager dans le temps les flux. Et une fois qu'on aura abordé et revu, parce que ce sont pour vous des révisions, ces quelques principes, on abordera donc des cas concrets en distinguant bien deux choses. Lorsqu'on a des flux uniques, vous verrez, lorsqu'on a des flux uniques, les choses sont très simples. Les choses se compliquent un peu plus lorsqu'on a des séquences de flux. Et bien sûr, en pratique, ce qui nous intéresse, ce sont les séquences de flux, lorsqu'on a des flux qui s'enchaînent. On verra dans le cours que ces séquences de flux, parfois, peuvent être simplifiées lorsqu'elles sont régulières. C'est le cas des rentes perpétuelles, des annuités, notamment. Donc voilà le programme. Ça va nous occuper, parce qu'on va aller vite, ça va nous occuper 1h30, même s'il y a beaucoup de diapositives. On ira assez vite. On prendra juste le temps pour faire des exercices. Et encore une fois, les exercices, c'est à vous de les faire. Je vous laisserai quelques minutes pour essayer de résoudre les exercices que je vous présente. Voilà. Donc, pour commencer, quelques rappels. Le premier, c'est sur l'échéancier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un échéancier? On parle parfois de diagramme des flux ou de timeline. C'est un petit graphique que je vous demande de faire quasi systématiement, parce que ça vous aide à ne pas vous tromper. Et sur ce graphique, vous allez représenter, donc sous la forme d'une ligne, bien les différentes périodes, les différentes dates et les flux associés à chacune de ces dates. Donc ici, j'ai pris deux exemples très simples. Imaginez une séquence de flux qui verse 10 000 euros chaque année pendant 2 ans. Eh bien, c'est la timeline que vous avez sous les yeux. Donc, avec un flux aujourd'hui qui est nul, et puis 2 versements successifs de 10 000 euros à la date 1 et à la date 2. Je précise, à la fin de l'année 1 et à la fin de l'année 2, dans cet exemple, dans ce style de graphique, retenez bien, parce que parfois, ça peut vous induire en erreur, mais retenez bien que dans ce style de graphique, la fin d'une période, c'est le début de la période précédente. Ces deux événements, à la fin de la période 1, le début de la période 2, coïncident exactement. OK. Dans le deuxième exemple, on a une autre séquence de flux, tout aussi simple. On investit 10 000 euros en contrepartie d'un revenu qui est de 6 000 euros pendant 2 ans à la fin de chaque année. On a investi 10 000 euros et on a un revenu de 6 000 euros chaque année pendant 2 ans en fin d'année. Vous noterez ici que j'ai bien des chiffres algébriques. Je veux dire par là que je renseigne si c'est une sortie d'argent ou si c'est une entrée d'argent. Donc j'ai un signe moins, un signe plus. Là aussi, il faut être très rigoureux. Pourquoi? Parce que dans ces exemples-là, c'est évidemment très simple, mais quand les problèmes se complexifient avec des dizaines et des dizaines de flux, avec des dates différentes, avec des entrées, des sorties, il faut pouvoir tenir l'échéancier de manière très rigoureuse pour ne pas faire d'erreur, tout simplement. Ok, donc on fait bien attention de marquer chaque flux qui correspond à chaque période et on enregistre les flux négatifs, les flux positifs. Quelle que soit l'origine des flux, qu'il s'agisse d'un investissement dans une action, il va y avoir un flux négatif, c'est lorsque j'achète l'action à son prix aujourd'hui, et puis j'aurai des flux positifs plus tard, lorsque je recevrai des dividendes ou lorsque je vendrai mon action.
Mais c'est exactement la même chose, c'est exactement le même problème si j'achète un appartement et que je touche des loyers et puis éventuellement un prix de revente plus tard. À ceci près que dans le cas d'un achat immobilier, vous n'avez pas simplement des loyers comme flux intermédiaire, vous avez également certainement des frais, des frais de réparation, des frais d'entretien, des taxes. Il faut bien sûr renseigner tous les flux. Si j'investis dans une nouvelle usine, là encore, j'aurai des dépenses à la date zéro et puis j'espère des revenus futurs. Il faut enregistrer tous les revenus, tous les coûts d'entretien. Donc dans le diagramme des flux, on est bien attentif à recenser toute l'information. OK ? Ça, c'est le premier point. C'est très bête et tout simple, mais j'insiste beaucoup parce que ça vous évite quantité d'erreurs. Ici, je vous demande très rapidement, faites-le. D'accord ? Faites l'exercice vous-même. Je vous laisse quelques secondes. Vous avez des frais de scolarité, puisque vous allez intégrer ici, dans notre exemple, une grande école dont les frais sont de 10 000 € par an. La scolarité dure 2 ans et les paiements doivent être effectués à part égale à chaque début de semestre. Quel est le diagramme des flux? Donc là, il y a quelques pièges puisqu'on a des paiements semestriels en début de semestre pour des frais qui sont annuels. Donc, comment vous enregistrez cela? Je vous laisse 2 secondes et vous le faites chez vous. Vous prenez un papier, un crayon et vous le faites. D'accord? Je m'interromps 2 secondes. C'est bon, je vais pas vous laisser plus de temps. Et puis, je vais vous interroger. Est-ce que, alors, je vous vois ici et je vais prendre des noms au hasard. Est-ce que Sophie peut répondre? Sophie, pouvez-vous brancher votre micro et nous répondre? Oui. Du coup, c'est vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, vous m'avez entendu? Oui, très bien, on vous entend. Et du coup, j'ai dit que c'est donc du coup 5 000 € à chaque début de semestre. D'accord. J'ai pas tout entendu, c'est un peu coupé, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas de problème. Merci à vous. Voilà, on a ici 5 dates. Il y a 2 ans, mais du coup, on a 5 dates. On a la date 0, qui est la date d'origine, et puis on a chaque semestre. C'est là où il y avait un petit piège, mais très simple. Et donc, les paiements, ils s'effectuent, eh bien, en début de période, donc une première fois la date 0 pour un paiement de 5 000 €, une deuxième fois la date 1, puis à la date 2, puis à la date 3, à chaque fois pour un paiement de 5 000 €. Bien sûr, en revanche, il n'y a pas de paiement à la date 4 puisqu'on a tout payé. D'accord? C'est OK pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez réagir sur le petit groupe de conversation ou alors éventuellement même allumer votre micro. Si j'ai pas de questions, je continue. C'était relativement simple. OK. Donc ça, c'était vraiment un préliminaire, encore une fois, pour bien enregistrer chaque information. Maintenant, passons donc aux différentes règles sur la valeur temps de l'argent. Donc, un des principes clés en finance, c'est qu'on peut bien transposer les flux dans le futur, dans le passé. Et grâce à ces règles, eh bien, on va comparer des sommes qui ont bien la même valeur temps. Vous allez comprendre, c'est très simple. La première règle, c'est que pour comparer des flux qui se produisent à des dates différentes, il faut tenir compte de cette valeur temps de l'argent. C'est-à-dire que 1 € aujourd'hui, on l'a répété souvent, mais 1 € aujourd'hui, ça n'a pas la même valeur qu'1 € dans 1 an ou dans 10 ans. D'accord? Donc, il faut tenir compte de la valeur temps de l'argent qui est liée à la préférence pour le présent, principalement. Et ça, il faut le faire de manière absolument systématique. Donc, chaque flux enregistré à une date différente doit être actualisé ou capitalisé selon les cas.
Donc ça, c'est la règle numéro 1. C'est vraiment la règle à retenir. Ensuite, eh bien, on peut aller soit dans le futur, et dans le futur, on va parler de capitalisation, on parle aussi de composition, c'est synonyme. Donc ici, je prends un exemple très simple, vous avez 1000 euros, le montant équivalent dans un an, bah, c'est 1000 euros plus les intérêts. Hein, autrement dit, 1000 euros fois 1,1. Et le montant dans 2 ans, c'est eh bien, d'abord, une première fois, on capitalise sur un an, donc on multiplie par 1,1, puis une deuxième fois, et on a un total de 1210 euros. Alors, 1210 euros, je le fais très rapidement, mais c'est des choses que vous savez. Hein. Donc, on a en fait 4 composantes dans cette somme de 1210 euros. On a d'abord 1000 euros. 1000 euros, c'est le montant du principal ou le montant nominal. Là encore, c'est synonyme. C'est le montant dont on disposait dès le départ. Et puis, on a 100 euros au titre des intérêts versés la première année. Et puis, ensuite, 100 euros au titre des intérêts versés pour la deuxième année. D'accord? Donc, on a 1000 plus 100 plus 100, plus également 10 euros versés au titre des intérêts perçus la première année et que l'on enregistre la deuxième année. D'accord? On a bien cette décomposition. 1210 euros, c'est 1000 euros plus 100 plus 100 plus 10. Je suis allé assez vite parce que ce sont des choses que vous connaissez, mais il faut bien avoir en tête ces 4 composantes lorsqu'on a 2 périodes. Évidemment, lorsqu'on a n périodes, eh bien, on a une multitude de composantes. On a le principal toujours, on a les intérêts à chaque période, et puis on a aussi les intérêts sur les intérêts. C'est comme ça qu'on capitalise donc les flux dans le futur. Vous avez ici la formule générique, la valeur future d'un flux. Ici, on n'a qu'un seul flux. On verra plus tard dans le cours, lorsqu'on a une séquence de flux, eh bien, les choses se compliquent parce qu'on a plus d'opérations à réaliser tout simplement. Mais le principe est le même. Ici, on a un flux qu'on va capitaliser n fois et vous avez cette formule générique qui est très simple et que vous connaissez. Donc, la valeur future, elle dépend du flux d'origine, du taux d'intérêt et de la durée. OK? Je pense qu'il n'y a pas de question particulière. Je vais aller assez vite, mais c'est des choses que vous connaissez. Donc ça, c'est pour la capitalisation. Même si vous connaissez ce calcul, je vous donne ce petit exemple-là parce que, eh bien, on a tous tendance à sous-estimer la puissance de la capitalisation. Alors ici, il y a un petit jeu de mots pour ceux qui, enfin, si vous ne l'avez pas identifié, vous y réfléchirez. Enfin, qu'importe. On ne se rend pas compte à quel point les intérêts sur les intérêts, la composition des intérêts est un élément extrêmement important dans les séquences de flux. Donc ici, on place 1000 euros sur un compte rémunéré au taux de 10%. Alors certes, le taux est élevé, mais c'est pour justement bien fixer les idées. Le taux n'est pas du tout représentatif. 1000 euros sur un compte rémunéré au taux annuel de 10%. Et je vous demande quel est eh bien, le solde de ce compte dans 7 ans, 20 ans, 40 ans, 75 ans. Alors, ne prenez pas votre calculatrice. L'idée ici, c'est d'essayer eh bien, de faire appel à votre intuition qui va s'avérer, je pense, trompeuse, en tout cas dans la plupart des cas. Mais justement, cet exercice-là, il est intéressant à faire. Ne prenez pas la calculatrice. Essayez de me dire comme ça, de tête, combien 1000 euros valent dans 7 ans. D'accord? Alors, répondez via le groupe Zoom, chacun votre tour. N'hésitez pas à interagir. Hein. Donc, je vous écoute. Hein. Ignacio, Clara, Myriam, n'hésitez pas. Ismaël, Sophia, allez-y, vous pouvez répondre, ça fonctionne? De tête, hein. Ne prenez pas la calculatrice pour le moment, on le fera après. Hein. On fera le calcul environ le double, on me dit. Daniel, dans 7 ans, j'imagine, ou dans 20 ans? Dans 7 ans. Ah oui. Effectivement, je vous disais, mais je me suis trompé. Enfin, c'est pas bien grave. Je disais que vous alliez vous tromper. Ben, c'est moi qui me suis trompé puisque vous avez raison. Hein, le capital ici va doubler en l'espace de 7 ans. D'accord? Et comme 20 ans, c'est quasiment 3 fois 7, on peut penser que le capital va être multiplié par 6 en 20 ans peut-être.
et par 12 en 40 ans. Et par 25 peut-être en 75 ans à peu près. C'est peut-être l'idée que vous vous faites, mais ce qu'on va voir, c'est que eh bien, cette progression, elle est exponentielle. Donc, plus on s'éloigne dans le temps et plus c'est difficile intuitivement d'anticiper sur les flux futurs. Je vais vous donner ici les calculs. Voilà. Donc, si on considère 7 ans, eh bien, comme vous le disiez, on va doubler la somme de départ. En revanche, à l'horizon de 75 ans, hein, c'est plus de 1 270 000 euros sur le solde de ce compte. La progression, elle est exponentielle. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Tout à l'heure, je vous disais que votre intuition sûrement vous amènerait à vous tromper. Pas tellement sur 7 ans, mais à mesure que le temps s'allonge, c'est là où on sous-estime généralement l'effet de la capitalisation. Je vais vous montrer une petite figure ici. Vous avez sur cette figure, alors simplement sur 20 ans, mais vous avez sur cette figure donc le flux futur pour chaque année, et je décompose en 3 catégories. Vous avez donc le principal, celui-ci ne dépend pas du nombre de périodes, il est toujours 2 000 euros. Vous avez ensuite les intérêts. Alors bien sûr, à mesure que le temps passe, les intérêts s'accumulent et donc ça augmente, mais comme vous le voyez, ça augmente de manière linéaire. Et vous avez enfin les intérêts sur les intérêts, qui eux augmentent de manière exponentielle. Et 20 ans c'est court. Eh bien, à l'horizon de 20 ans, évidemment, les intérêts sont bien supérieurs au montant du capital. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que les intérêts sur les intérêts sont eux-mêmes la composante principale. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Dès lors qu'on est sur des horizons au-delà de 15 ou 20 ans, eh bien, les intérêts sur les intérêts représentent la part la plus importante pour peu que le taux d'intérêt soit suffisamment élevé. C'est vrai que j'ai pris ici un taux d'intérêt de 10%. Si j'avais un taux d'intérêt faible, comme c'est le cas aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à pratiquement 0% jusqu'à des échéances de 10 ans, puis à peine 1% à 20-30 ans. L'effet est moins évident. Okay. Mais pour des taux d'intérêt élevés, la composition des intérêts a un impact extrêmement fort. OK. Alors, pourquoi c'est important ceci? C'est important parce que la finance, elle s'applique évidemment à tous les domaines d'activité. Il ne s'agit pas d'étudier la finance parce qu'on veut forcément devenir trader ou banquier. Non, pour tout économiste, il faut avoir ces bases-là de maîtriser ces bases de la finance. Par exemple, si vous faites de l'économie de l'environnement, c'est très important de pouvoir capitaliser, et on verra un peu plus tard, actualiser les flux sur des très longues périodes. Je prends souvent cet exemple. Si vous devez investir, gérer, penser un équipement énergétique, comme une centrale nucléaire par exemple, l'horizon, il est de plusieurs centaines d'années. Vous avez des coûts, coût de construction d'une centrale, la construction elle-même s'étale sur une dizaine d'années, très certainement, sans tenir compte en plus des frais liés à la R&D. Donc ça s'étale, les flux initiaux s'étalent sur quand même une longue période. Et puis les centrales nucléaires aujourd'hui, je prends cet exemple, sont en fonctionnement pendant 40, 50, 60 ans. Ça varie selon les pays et la réglementation. Et puis ensuite, vous devez démanteler la centrale. Donc vous avez des flux à considérer. Et puis, vous devez gérer les déchets radioactifs. Vous savez que ces déchets se gèrent sur des périodes très longues, 100 ans, 200 ans, 500 ans. Donc, vous vous rendez compte, je prends cet exemple qui est caricatural, tous les projets ne sont pas sur des périodes de temps aussi longues, mais dans cet exemple précis, vous devez absolument tenir compte de la valeur temps, parce que sinon, vous êtes incapable de mesurer le vrai coût de ce type d'installation. Donc c'est vraiment très très important quand l'horizon s'allonge de tenir compte de la valeur temps de l'argent.
Et puis, parce que c'est des débats actuels extrêmement importants, aujourd'hui, quand on parle de changement climatique et quand on s'interroge sur les conséquences économiques du changement climatique, on ne parlera pas, nous, du changement climatique d'un point de vue scientifique, ce n'est pas notre rôle, mais si on s'intéresse aux conséquences économiques du changement climatique, pourquoi on a tant de mal à évaluer ces conséquences économiques? Eh bien, parce que ces conséquences s'enregistrent sur le temps long. Et c'est très compliqué d'appréhender aujourd'hui eh bien, le coût futur des dégâts liés au changement climatique. Alors, il y a bien sûr des auteurs qui s'intéressent à cette question. Il y a eu notamment un rapport en Grande-Bretagne, le rapport Stern, qui s'interroge sur ces questions essentielles dans le cadre de la lutte pour le changement climatique. Plus on accorde de valeur au temps, et plus évidemment ça va modifier notre perception du coût économique lié au changement climatique. Voilà, je tenais à vous donner ces exemples qui ne sont pas des exemples spécifiques à la finance pour vous montrer à quel point ces outils sont utilisés dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines purement bancaires ou financiers. Ok. Donc, on a précédemment considéré des flux présents et on a voulu connaître leur valeur dans le futur. On peut bien sûr renverser la problématique et s'intéresser à la valeur actuelle des flux futurs. C'est ma troisième règle. Pour transposer un flux dans le passé, donc du futur vers le passé, attention, le passé qui est notre présent au fond, puisqu'on va actualiser des flux futurs dans le passé, ça veut dire qu'on les actualise en valeur d'aujourd'hui. On parle de valeur actuelle. Ok. Eh bien, on va procéder donc à ces calculs d'actualisation. Si vous avez, par exemple, 1 000 € dans un an et que le taux est de 10%, eh bien, la valeur aujourd'hui de ce flux dans un an, la valeur aujourd'hui est de 909,09 € présentement en valeur actuelle. Vous avez bien sûr la formule générique ici, la valeur actuelle dépend comme précédemment du flux considéré, du taux d'intérêt et du nombre de périodes. Plus le taux d'intérêt est élevé et plus la valeur actuelle est faible. D'accord? Donc si vous actualisez des flux futurs avec un taux élevé, vous réduisez leur valeur actuelle. Et évidemment, plus le nombre de périodes est élevé et plus la valeur actuelle également diminue. C'est bien l'application directe du principe de préférence pour le présent. Vous préférez, toutes choses égales par ailleurs, un flux aujourd'hui à un flux futur. Et ça se traduit donc par cette équation. OK? Donc ça, ce sont des principes que vous êtes censés d'ailleurs connaître, mais je voulais bien sûr insister que vous maîtrisiez parfaitement ces différents points. OK? Des petits exemples pour vous entraîner, on va les faire ensemble. Hein. Je ne vous laisse pas le temps d'y réfléchir parce que c'est pas très compliqué, mais comme ça, vous avez les diapositives que je vous enverrai tout à l'heure. Et pour ceux pour qui ça va un petit peu plus vite peut-être, vous avez de quoi vous entraîner. Donc, si vous avez 1 000 €, si vous avez, excusez-moi, plutôt la promesse de recevoir 1 000 € dans un an, je vous ai dit aujourd'hui, la valeur est de 909 €. Mais si cette promesse de recevoir 1 000 €, elle n'est valable que dans 2 ans, eh bien vous, de la même manière, vous y actualisez 2 fois comme précédemment, on a capitalisé 2 fois puis n fois. D'accord. Donc on voit bien ici, hein, ce sont juste des exemples numériques pour que vous vous entraîniez. On voit bien ici que la capitalisation, la valeur actuelle diminue en fonction du nombre de périodes. Voilà. Juste de quoi vous entraîner. Ok, un petit exemple très rapide, vous le faites vous-même. Vous achetez une obligation, cette obligation elle est sans risque, elle donne droit à un flux de 15 000 € dans 10 ans, le taux d'intérêt sur le marché de 6%, quelle est la valeur de l'obligation? De la même manière, je vous laisse quelques secondes, là vous pouvez bien sûr sortir vos calculatrices et j'interrogerai l'un de vous dans 30 secondes, une minute.
C'est bon? Donc, Nisrine, je vous écoute. Vous avez fait le calcul? Oui. Allez-y. Donc j'ai fait 15 000 divisé par 1,06 à la puissance 10 et j'ai eu 8 375,92 € aujourd'hui. D'accord. Bon. Je vais aller plus vite puisque vous maîtrisez ça très bien. Parfait, hein, Nesrine, merci beaucoup. Effectivement, si quelqu'un a une question, j'y réponds évidemment. Mais là, l'exercice n'était pas compliqué. Ce sur quoi je veux insister quand même dans le cadre de cet exercice, c'est que parfois en économie, on vous donne des exercices très simples par rapport, je veux dire, à la réalité, avec des modèles théoriques qui reposent sur des hypothèses qui peuvent être contestables, et c'est bien normal. Ici, en revanche, le modèle en question que vous utilisez, c'est celui qui est utilisé quotidiennement par les gestionnaires obligataires. C'est comme ça qu'on évalue le prix d'une obligation en pratique. Alors là, l'exemple est juste un tout petit peu simplifié parce qu'on n'a qu'un seul flux, je n'ai pas considéré les coupons, j'ai pris une obligation sans risque pour simplifier, mais on est vraiment très proche de ce que peut faire un gérant obligataire. D'ailleurs, bien sûr, on va aller un peu plus dans le détail de la gestion obligataire plus tard, la semaine prochaine. On aura un chapitre entier consacré aux obligations. Mais vraiment, j'insistais sur le fait que tout ça et tous ces outils sont utilisés en pratique. OK. Voilà. Alors, un autre exemple qu'on va faire ensemble, si vous voulez. Enfin, ensemble, oui, mais voilà, je ne vais pas vous laisser trop de temps pour qu'on ne perde pas trop de temps. N'hésitez pas à prendre la parole, je vais vous poser quelques questions et vous prenez la parole sans que je vous nomme précisément. Vous allez comprendre. Donc, l'exercice est le suivant. On va placer 1 000 € aujourd'hui et puis 1 000 € chaque année en fin de période au cours des 2 prochaines années. Donc, on n'a pas un flux, on a une séquence de flux. D'accord? Donc, on va valoriser non pas un seul flux, mais une séquence de flux. On a 3 flux. Je vous ai fait le diagramme, donc c'est très simple à visualiser. Et la question, c'est quelle somme obtient-on dans 3 ans? Et je vais bien sûr répondre à cette question, mais surtout, on va voir qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a plusieurs calculs, plusieurs possibilités de voir et d'aborder ce problème, mais bien sûr, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Au final, il n'y aura qu'une seule bonne réponse. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Si quelqu'un veut prendre la parole et me proposer une solution. Charme, par exemple. Vous avez une solution à me proposer? N'importe qui peut prendre la parole, n'hésitez pas. Alors, Sophia nous répond 1 000 € fois 1,1 puissance 3. Sophia, c'est valable pour le premier flux. Mais là, vous avez une séquence de flux. D'accord? Donc, vous transposez dans le futur un des éléments de la séquence. Mais en fait, il faut transposer tous les éléments de la séquence. Donc, votre réponse est correcte, mais incomplète. D'accord? Donc, c'est 1 000 € transposés dans le futur, plus 1 000 € transposés dans le futur, cette fois-ci non pas sur 3 périodes, mais sur 2 périodes. Et puis enfin, vous voyez ma flèche, 1 000 €, les derniers 1 000 € transposés eux également dans le futur, mais pour une seule période. D'accord? Donc ici, on est bien attentif à transposer chacun des flux de notre séquence. D'où l'intérêt de ce diagramme qui fait qu'on n'oublie aucun flux. Alors, les séquences de flux, au fond, encore une fois, ce n'est pas très compliqué puisque on procède de la même manière que précédemment, sauf qu'on multiplie les opérations. Enfin, en l'occurrence, c'est une somme. La valeur actuelle d'une somme, c'est la somme des valeurs actuelles. OK? Donc, la première solution, je vais vous montrer ça, c'est celle-ci. Elle consiste, comme je vous le disais, à actualiser
chacun des flux. D'accord. Alors, vous allez voir ici, je vous propose deux solutions. La première, on actualise le premier flux dans un an. Au bout d'un an, on a sur notre compte eh bien, la valeur actuelle de notre premier flux, auquel s'ajoute un nouveau versement, donc pour un total de 2100 €, qu'on capitalise encore une fois pour un an. Donc, on a une valeur acquise de 2310 € au titre des deux premiers versements, auquel, encore une fois, s'ajoute un nouveau versement, donc pour un total de 3310 € que l'on place pour un an avec une valeur finale de 3641. Ça, c'est la première façon d'aborder ce problème. La deuxième façon de faire, c'est celle que nous proposait Sophia, en fait. C'est de considérer 1000 € aujourd'hui et sa valeur dans 3 ans, plus, et c'est là où je complète la réponse de Sophia, plus 1000 € dans un an. On va calculer sa valeur dans 3 ans, donc on multiplie par 1,1 au carré cette fois-ci, puisqu'on n'a plus que 2 périodes pendant lesquelles on place ces 1000 €. Et enfin, 1000 € dans 2 ans, placés sur une durée d'1 an. Donc on capitalise sur le nombre de périodes associées à chacun de ces flux, et on fait la somme des valeurs acquises pour un total donc de 3641 €. Évidemment, la valeur finale est la même dans les deux cas. Donc, vous voyez, deux possibilités pour résoudre ce problème. Il y a également une troisième possibilité. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire? En fait, on n'a pas que trois, hein. On peut toujours combiner différemment les flux. Il y a une multitude de possibilités ici, mais il y en a trois principalement. Alors, je vous donne la réponse. On peut passer, c'est la même diapo, hein. On peut passer à une troisième méthode qui consiste à calculer la valeur actuelle de chacun des flux. Alors, cette méthode est moins intuitive, hein, mais c'est juste pour vous montrer que quoi qu'on fasse, finalement, si on le fait rigoureusement, on obtient bien la même valeur. Donc, on va calculer la valeur actuelle de chacun des flux, de chacun des versements. Alors, les 1000 € à la date 0, c'est 1000 €, hein, évidemment. En revanche, il faut opérer un petit calcul pour les flux placés dans 1 an et dans 2 ans. Donc, on fait la somme, on calcule la valeur actuelle de toute notre séquence, et ensuite, deuxième étape, on la transpose tout entier dans 3 ans. On obtient toujours ce 3641 €. On obtient la même valeur que précédemment. OK? Voilà pour les trois méthodes. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Ça dépend du contexte, ça dépend de chacun, qu'importe du moment qu'on ait le bon résultat au final. Donc, vous voyez comment, dans le cadre des séquences de flux, on transpose dans le passé, dans le futur, en fonction, au fond, de ce qui nous arrange, hein, et bien sûr de ce qui nous est demandé. Des questions? Je m'arrête 15 secondes si vous avez des questions. OK. Pas de questions, très bien. N'hésitez pas à m'interrompre, je continue. Donc voilà, en gros, on peut récapituler nos règles. Règle 1, c'est la plus importante. Je la répète, mais je sais que dans 2-3 séances, à un moment donné, vous allez commettre l'erreur justement d'associer des flux qui ne sont pas enregistrés à la même date. Donc, je me permets d'insister un peu lourdement, mais vous ne devez associer des flux que si ils sont préalablement capitalisés ou actualisés de manière à ce qu'ils aient de manière à ce que vous ayez tenu compte de la valeur temps. OK, ça c'est la règle numéro 1, c'est la plus importante. La règle numéro 2, la règle numéro 3, c'est bien des règles de capitalisation et d'actualisation. Alors, les formules sont très simples. On verra des formules plus compliquées lorsqu'on aura des séquences de flux, mais au fond, elles sont plus compliquées parce qu'on a plus de flux. Hein. Mais les principes sont toujours les mêmes. Les principes sont toujours les mêmes. Ils obéissent donc à ces deux équations qui sont très, très simples à retenir. Voilà. Okay. Bon, c'est l'exemple que je vous mentionnais plus loin. Alors, on passe donc aux séquences de flux maintenant.
troisième séquence, troisième section, les séquences de flux. Donc, vous avez une séquence de flux quelconque, hein, donc avec des dates 0, 1, 2, jusqu'à n périodes. Et pour chaque date, vous enregistrez un flux ou des flux. Hein. Vous prenez les flux nets ou bruts, qu'importe, on verra plusieurs exemples dans la suite. D'accord? Et pour calculer la valeur actuelle, hein, parce que c'est souvent hein, des calculs de valeur actuelle qu'on réalise plutôt que des calculs de valeur future, calculer la valeur actuelle d'une somme, je vous l'ai dit hein, précédemment, eh bien, vous faites la somme des valeurs actuelles. Donc, vous actualisez chacun des flux en tenant compte, bien sûr, de la période. Hein. Si c'est un flux dans 2 ans, eh bien, le facteur d'actualisation, il est au carré. Si c'est un flux dans n années, c'est puissance n. Et vous avez donc ce résultat très simple qui consiste à exprimer donc, la valeur actuelle d'une séquence comme la somme des valeurs actuelles. OK? Pas de difficulté particulière. Vous avez ici donc la formule. Juste pour un petit rappel mathématique, cette formule-là, on l'exprime de cette manière avec le symbole sigma. Alors, bon, vous êtes, vous, habitués à l'utilisation de ces outils. Pour ceux, ça peut arriver, qui ont fait moins de mathématiques dans leur cursus, hein, ce symbole sigma, c'est juste une façon d'écrire de manière condensée une somme. Hein, ça correspond à une somme eh bien, avec un premier terme, petit n égale 0, et puis grand N terme. Donc, le nombre de termes est égal à grand N. Le nombre de termes de ma somme, une écriture juste condensée, mais théoriquement, fondamentalement, il n'y a rien de nouveau dans cette écriture-là qui utilise le symbole de la somme algébrique. OK. Donc, vous avez la formule pour calculer la valeur actuelle, la valeur donc actuelle, hein, j'insiste bien, d'une séquence de flux. Si vous voulez la valeur future maintenant d'une séquence de flux, ben, vous reprenez la même formule, mais vous servez bien du fait qu'il y a bien sûr un lien, comme on l'a fait juste dans l'exemple précédent. Il y a bien sûr un lien entre les valeurs actuelles et les valeurs futures. Vous pouvez calculer la valeur future à partir de la valeur actuelle. Donc, voici, très simplement, le lien qui existe entre les valeurs actuelles et les valeurs futures. Allons-y, un petit exemple que je vous laisse traiter de votre côté. Vous avez l'énoncé sous les yeux, je vous laisse 1 minute pour mettre ça sous forme d'équation et me proposer un résultat. Hein, et vous devez tous le faire, attendez pas que vos camarades répondent, hein, tout le monde doit être capable de le faire très rapidement. Alors, allons-y ensemble, j'espère que vous avez eu le temps de le faire. Donc, vous pouvez rembourser, hein, l'énoncé un peu spécial, vous pouvez rembourser 5 000 € dans un an. Et vous savez également que vous pouvez rembourser 8 000 € par an les 3 années suivantes. Le taux étant de 6%, combien vous pouvez emprunter? Je répète, combien on peut emprunter au taux de 6%, sachant qu'on va rembourser 5 000 € dans un an, puis 8 000 € par an
les 3 prochaines années, enfin les 3 années qui suivent. L'énoncé un peu spécifique. Pourquoi? Justement pour vous forcer à bien rédiger ce diagramme de flux, hein, sans vous tromper. Alors on y va. Je vous donne le diagramme de flux. Donc il y a 5 000 € la première année, et puis 8 000 € les 3 années suivantes, donc à la date 2, à la date 3, à la date 4. Le montant du prêt, il va correspondre à la valeur actuelle de cette séquence de flux. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra, on va faire une petite pause dans une demi-heure, 1 heure à peu près, mais dans le chapitre 5, on va traiter donc des prêts bancaires et on verra, comme c'est le cas ici, eh bien, que le montant emprunté correspond à la valeur actuelle de toutes les échéances, hein, de toutes les mensualités ou annuités qui doivent être payées. Donc ici, on peut emprunter au taux de 6% avec ces flux de remboursement-là qui sont sous vos yeux. On peut emprunter 24 890 €. OK. Tout le monde avait trouvé ce résultat? Bon, j'ai dit oui, mais tout le monde ne répond pas. J'espère que ceux qui ne répondent pas l'ont quand même trouvé. Ça paraît simple ici, hein, mais ce qui est important à retenir, c'est que le montant d'un prêt, ça correspond à la valeur actuelle des remboursements futurs. Et on va faire plusieurs exercices hein, dans 1 heure hein, sur ces questions de prêt bancaire. Voilà, bon, il y avait, on vérifiait que le résultat était bon. Je ne vais pas aller plus loin dans le cadre de cet exercice, que je crois vous avez bien compris. Oui, une petite définition hein, dont on aura besoin par la suite. J'ai parlé jusqu'à présent de valeur actuelle. On utilise aussi souvent bien, le concept de valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette, eh bien, c'est la valeur actuelle de tous les flux, les flux positifs, les flux négatifs. Donc, cette valeur actuelle nette, elle se calcule très simplement puisque c'est une somme, hein, c'est une somme de termes positifs ou négatifs. Et donc, la valeur actuelle nette, c'est la valeur actuelle des bénéfices, moins la valeur actuelle des coûts. Et c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle aussi en finance la création de valeur. On aura l'occasion d'aborder les critères de choix d'investissement la semaine prochaine ou la suivante, je ne sais plus exactement. Et on utilisera donc ce critère de la VAN, valeur actuelle nette ou VAN. OK, mais la VAN, c'est juste un cas particulier de valeur actuelle. Allez-y rapidement, mais alors là, je vous laisse à peine 30 secondes. Hein. Calculez-moi la VAN de ce projet d'investissement. Vous investissez 1 000 € pour des revenus de 500 € pendant les 3 prochaines années, et on considère que ces revenus, on ne les perçoit qu'en fin d'année. Le taux d'intérêt de 10%, c'est-à-dire que plutôt que de faire cet investissement, on peut aussi très bien placer au taux de 10%. Le taux est certes élevé, mais c'est juste un exercice ici. Est-ce qu'on doit réaliser le projet ou pas? Pendant que vous réfléchissez, je reformule un peu cet exercice. On a 2 possibilités au fond. On peut soit investir dans ce projet 1 000 € pour obtenir 500 € à la fin de chacune des 3 prochaines années, ou alors on peut investir notre argent au taux de 10%. Quelle est la meilleure solution? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit de calculer la VAN de ce projet, ce que je vous montre ici. Donc, vous avez le diagramme de flux. Je vais assez vite, hein, le diagramme de flux, s'il ne pose pas de difficultés particulières. Et donc, pour savoir si ce projet est intéressant ou s'il vaut mieux, au contraire, placer son argent simplement au taux de 10%, on calcule la VAN. Donc, le coût, c'est moins 1 000 €, moins 1 000 € observés à la date 0. Donc, bien sûr, on n'a pas besoin véritablement de calculer la valeur actuelle. Alors, on peut le faire. Hein. Si on veut calculer la valeur actuelle ici, hein, c'est moins 1 000 € en fait divisé par 1,1 puissance 0 dans la formule.
moins 1000 euros, je le dis, hein, divisé, je le répète, divisé par 1,1 puissance 0. 1,1 puissance 0, c'est égal à 1, donc on a bien moins 1000 euros, hein, si on veut le faire d'un point de vue purement mathématique. Donc on a moins 1000 euros plus la valeur actuelle de ce premier flux, plus la valeur actuelle du deuxième flux, plus la valeur actuelle du troisième flux, pour un total donc de 243 euros. On a une vanne qui est positive, et cette vanne est positive, ça signifie que le projet est intéressant. Il est plus intéressant que simplement un placement au taux de 10%. D'accord. Et la création de valeur, hein, le gain additionnel par rapport à un placement au taux de 10% est en valeur d'aujourd'hui de 243 euros. D'accord. Et pour s'en convaincre, on a dans la suite de cet exemple quelques opérations où on suppose que l'on emprunte 1243 euros aujourd'hui. Donc si on emprunte cette somme, d'accord, on peut investir 1000 euros dans le projet. Souvenez-vous, hein, la semaine dernière, je fais une petite parenthèse, mais la semaine dernière, on avait bien insisté sur le fait que ce type d'opération ne nécessite pas nécessairement que l'on dispose des flux pour investir. Ici, on les emprunte, mais on va emprunter même 1243 euros, vous allez voir pourquoi. En empruntant 1243 euros, on peut financer le projet, c'est-à-dire investir 1000 euros aujourd'hui. Et puis, on a 243 euros dans la poche pour faire ce qu'on veut. Hein. On investit donc les 1000 euros, d'accord, sachant que, eh bien, en empruntant 1243 euros, il va nous falloir les rembourser. Et dans 3 ans, on va devoir rembourser, donc combien? Bien 1243 euros multiplié par 1,1 au cube, autrement dit 1655 euros. C'est la contrepartie de notre emprunt. Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Eh bien oui, hein, parce que le modèle, bien sûr, il est bien cohérent, hein, puisque vous avez, grâce à votre investissement de 1000 euros que vous avez réalisé par ailleurs, un bénéfice de 500 euros à la fin de chaque année. Vous pouvez placer ces 500 euros sur un compte au taux de 10%. 500 euros placés à la date 1 pour combien d'années? Eh bien, pour les 2 années restantes, plus 500 euros obtenus à la date 2 que vous placez pendant 1 an, plus 500 euros à la date 3 que vous allez recevoir, mais vous n'aurez pas le temps de placer, eh bien, la valeur future de cette séquence de flux, elle est justement 2655 euros. Donc, vous avez exactement de quoi rembourser votre emprunt. Donc ici, hein, dans la seconde partie de l'exercice, on montre bien que les 243 euros qui correspondent à la vanne s'interprètent comme une création de valeur, autrement dit, la valeur que l'on peut disposer aujourd'hui en plus par rapport donc, au placement au taux de 10%. On a fait ce type d'opération-là dans la semaine précédente. Je vais le refaire ici dans un cas peut-être un tout petit peu plus complexe que ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien la logique? Je continue, juste une parenthèse, une remarque, hein, pour dire que, bien sûr, nous, on travaille à la calculatrice pour bien maîtriser un peu chacun de ces calculs, mais que bien sûr, en pratique, aujourd'hui, la gestion de ce type de problème se fait via Excel, tout simplement. Hein. Et donc, il va falloir que vous appreniez à maîtriser Excel. Vous connaissez Excel, évidemment, mais j'aimerais que vous ayez un usage rigoureux d'Excel. Un usage rigoureux d'Excel en ayant des tableaux qui soient propres et paramétrés. Il ne s'agit pas à chaque fois de saisir des calculs. Il faut rentrer des formules qui soient bien liées à chacun des paramètres de notre problème,
on aura l'occasion de le faire ensemble, de voir comment on construit bien ces fichiers Excel. Dans l'ouvrage, il y a une note d'ailleurs hein, qui vous donne quelques conseils, l'utilisation donc eh bien des formules absolues ou relatives notamment. Bon, on ne va pas faire un cours d'Excel ici, mais ça doit vous évoquer quelque chose. N'hésitez pas non plus à mettre des couleurs, à mettre quelques formules en gras, selon qu'il s'agisse de formules ou de paramètres que vous désirez renseigner. Donc, tout ça est important. On aura l'occasion de le faire un peu plus tard. Ici, je vous donne un petit exercice. Vous vous entraînerez chez vous à bien construire vos fichiers Excel. Ici, le fichier Excel correspond à l'exercice qu'on vient de mener ensemble. OK, voilà, juste ma petite remarque. À propos d'Excel, oui, j'ajoute, attention, quand vous utilisez la formule VAN pour Excel, faites bien attention, regardez bien la notice. Ça ne correspond pas toujours, c'est le cas ici, hein, ça ne correspond pas toujours à ce qu'on voudrait, hein, puisque lorsque vous saisissez la fonction VAN, c'est un peu boîte noire, et Excel a parfois du mal à saisir la séquence de flux. Donc moi, je n'utilise pas la fonction VAN, qui est pré-programmée par Excel. Je reconstruis moi-même la vanne en calculant donc via donc mon tableur les facteurs d'actualisation, la valeur actuelle de chacun des flux et puis je fais la somme pour avoir la vanne. Donc attention avec la fonction Excel vanne, elle peut parfois vous induire en erreur. Voilà. Je vous propose, parce que c'est plus difficile comme ça à distance, je vous propose de faire une petite pause. On se rejoint dans 5 minutes, d'accord? Une petite pause juste pour prendre un peu son souffle. Et ensuite, on verra quelques exercices appliqués donc à des séquences très particulières, hein, les rentes perpétuelles et les annuités. Donc, on ne va pas introduire de nouveaux concepts, mais ça va être un peu plus calculatoire. Voilà, donc une petite pause de 5 minutes, on se retrouve tout à l'heure. OK? À tout de suite.